Il y a eu un débat, comme vous l'avez dit, entre est-ce qu'on va avoir une récession ou un ralentissement. Un taux d'intérêt, ça doit être grosso modo pas loin de la croissance nominale. Donc les taux d'intérêt à 4,5, je vois beaucoup de gens qui paniquent en disant c'est affreux, ils sont très très élevés. Non, ils sont revenus à la normale. C'est les 10 dernières années qui étaient anormales. Donc la situation est plutôt favorable du côté des entreprises, surtout qu'elles ont du cash. Elles ont beaucoup de cash et alors c'est une des raisons pour lesquelles elles sont beaucoup moins sensibles au taux d'intérêt. On va effectivement avoir un soft landing. Bonjour et bienvenue sur Synapse avec notre invité Stéphane Déo, gérant senior chez Eleva Capital. Nous allons parler marché et aujourd'hui ce marché se divise en deux camps, ceux qui tiennent plutôt pour un scénario de récession et ceux qui envisagent plutôt un atterrissage en douceur. Et on va voir où Stéphane se situe. Mais avant d'engager la discussion avec Stéphane, je vous rappelle qu'il est important de nous soutenir. Abonnez-vous, partagez les émissions, commentez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, j'ai posé le décor et le champ du débat. Vous êtes de quel côté? Plutôt atterrissage en douceur, soft landing, pour bien parler français, ou hard landing, récession? Alors, en scénario central, nous on est plutôt sur du soft landing, donc un atterrissage en douceur. Alors, l'émission est bien timée parce que hier, on a eu les minutes de la Fed. Donc, c'est le compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine. Et dans leur immense majorité, les membres de la Fed nous disent on va effectivement avoir un soft landing. Donc, je pense qu'il y a eu un débat, comme vous l'avez dit, entre est-ce qu'on va avoir une récession ou un ralentissement en douceur. Je pense que de plus en plus, on converge, en tout cas le consensus converge sur la deuxième idée. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est qu'on oublie probablement un troisième scénario, qui est le scénario optimiste, dont personne ne parle, et qui, pour l'instant, n'est pas notre scénario central, mais qui devient de plus en plus plausible. C'est-à-dire on pourrait avoir une économie américaine qui surprend encore plus à la hausse dans les mois et dans les trimestres qui viennent. Donc c'est une éventualité que vous n'écartez pas finalement. Non, pour moi, il y a une surprise à la hausse. Pour moi, il y a trois scénarios en fait. Et vous avez très bien posé le débat. Il y a un débat entre deux scénarios et on oublie le troisième scénario. Je vais juste vous donner une anecdote. Si vous regardez les options sur le Dow Jones, en fait, sans vouloir rentrer trop dans les détails techniques, vous avez un scénario central qui est pricé, qui est effectivement un scénario où le Dow Jones monte un petit peu, donc c'est cohérent avec un soft landing. Et puis vous avez un autre scénario, en fait, qui est un scénario beaucoup plus négatif, où il y aura une correction, donc plutôt de type récession, etc. Mais il n'y a pas du tout, sur les options, pricé le troisième scénario, qui est un scénario plus positif, où l'économie américaine tient beaucoup mieux, ou potentiellement vous avez une réaccélération, etc., etc. Et une fois de plus, c'est pas mon scénario central, mais ça se plaide. C'est un scénario qui devient plausible, et je pense qu'il faut le garder en tête. Bon, alors on va aller un peu plus loin dans la réflexion, et puisque vous tenez plutôt pour le scénario de l'atterrissage en douceur, voire de la bonne surprise à la hausse, je vais mettre par esprit de contradiction dans l'autre camp, et pour stimuler un peu le débat. Alors, bon, très bien, mais pour que l'économie tienne, il faut aussi un environnement qui est favorable. Or, aujourd'hui, certains nous font observer à raison que les taux sont élevés. La Fed nous dit et nous répète à l'envi qu'elle va les maintenir durablement élevés. Les taux d'intérêt réels apparaissent positifs aux États-Unis. Bon, ça, normalement, ça mord un petit peu sur le dynamisme de l'activité. Ça n'entraîne pas forcément une récession, mais en tout cas, ça plaide pour un ralentissement. Et ceux qui tiennent davantage pour la récession font observer aussi que les indicateurs avancés du Conference Board sont par exemple négatifs depuis un certain nombre de mois. Le Conference Board lui-même a été assez vocal sur le sujet, en disant il y a quelques mois déjà, on est déjà en récession. Bon, les chiffres ont un peu démenti. Là, raté. Voilà, raté. Mais en tout cas, on a ces indicateurs qui ont une signification habituellement. On a du côté des ménages un effondrement même du taux d'épargne. Et puis, je peux poursuivre la litanie des arguments. On a également des Américains qui tirent de plus en plus sur les cartes de crédit. Et on a des taux de cartes de crédit qui sont absolument dantesques aujourd'hui. Donc, on se dit bien, à un moment donné, ça va casser. Ça va casser.
Alors, je vais reprendre le premier argument sur les taux d'intérêt. Mm-hmm. Le premier point, c'est que je trouve qu'on a été très mal éduqués, pour te dire. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Si vous regardez ce qu'on appelle dans notre jargon d'économiste une golden rule, c'est la règle d'or. Un taux d'intérêt, ça doit être grosso modo pas loin de la croissance nominale. Mm-hmm. Donc, si je vous donne 2% de croissance américaine, on est à peu près là-dessus, plus 2% d'inflation, je suis très généreux parce qu'on est très au-delà, Mm-hmm. ça me donne des taux à 4,5, grosso modo. On y est. Mm-hmm. Donc, les taux d'intérêt à 4,5, je vois beaucoup de gens qui paniquent en disant c'est affreux, ils sont très très élevés. Non, ils sont revenus à la normale. C'est les 10 dernières années qui étaient anormales. C'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est le graphique que vous nous avez apporté. C'est Oui. Un graphique produit par Goldman sur Alors, les conditions financières, un voilà. indice des conditions financières. Quand on parle beaucoup de la Fed, alors à juste raison parce que c'est elle qui décide de beaucoup de choses, mais quand vous êtes dans la vraie vie, vous empruntez pas au taux des Fed Funds. Donc ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des conditions financières, donc les taux courts, les taux longs, le taux de change, le niveau de la bourse, parce que quand la bourse est élevée, ça veut dire que les entreprises se financent facilement, le crédit, etc., etc. Quand vous mettez tout ça dans un modèle, vous avez effectivement, incontestablement, des conditions financières qui se sont énormément tendues depuis 2 ans, mais qui sont parties de niveaux aberrants, extrêmement bas, et qui sont revenus à la moyenne de long terme. Mais je pense que l'argument principal, c'est vous avez donc la Fed qui, une fois de plus, je ne conteste pas du tout le fait que les conditions se sont tendues, que ça doit produire un ralentissement, etc. Mais on a ce qu'on appelle le policy mix, c'est-à-dire vous avez la politique monétaire qui est restrictive, et vous avez la politique budgétaire qui, par contre, pousse énormément. Et donc la question, c'est laquelle des deux va gagner. Ce que je vois, moi, c'est que l'économie, pour tout un tas de raisons qu'on peut détailler, et votre question sur les ménages ou sur les entreprises est importante à ce titre, l'économie est beaucoup, beaucoup moins sensible au taux d'intérêt qu'elle ne l'a eu été précédemment. Et une fois de plus, je pense qu'on va rentrer un petit peu dans les détails. Donc vous avez, une fois de plus, incontestablement un resserrement monétaire qui va ralentir l'économie, mais une économie qui ralentit beaucoup moins qu'elle n'aurait fait sur les précédents cycles. Et en même temps, vous avez un déficit public qui est de l'ordre de 8%, avec des incitations à l'investissement qui sont absolument pharaoniques. Et donc, vous avez un budget qui pousse énormément l'économie. Et donc, quand vous mettez ça ensemble, oui, effectivement, le scénario central, c'est un soft landing, donc un ralentissement, mais on n'est pas à l'abri du tout de surprises à la hausse sur ce scénario-là. Alors, pour revenir au soutien budgétaire, parce que j'ai l'impression que c'est tout de même un de vos grands arguments, vous dites, finalement, on se focalise un peu sur les taux d'intérêt, mais il faut regarder le soutien budgétaire. Et là encore, un graphique que vous nous avez amené, qui est plutôt parlant, c'est, je vais vous laisser le commenter, c'est les phases de déficit ou de surplus budgétaire rapporté au taux de chômage. Bah, c'est tout simple. Quand le taux de chômage est bas, c'est que tout va bien, donc le déficit est en général limité. Quand le taux de chômage est haut, alors c'est un inversé sur le graphique. Quand le taux de chômage est haut, c'est que vous êtes en pleine crise. Le déficit progresse parce que l'État essaye d'aider l'économie. Donc en gros, votre déficit, il progresse énormément quand ça va mal, il rebondit et vice-versa. Là, on est dans une situation où le taux de chômage est pas loin du plus bas historique, donc tout va très bien, et on a un déficit qui est anormalement élevé. 8% du PIB, c'est monstrueux. Donc, typiquement, le rôle du budget, c'est ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques ou la politique contracyclique, c'est de pousser l'économie quand ça va mal. Là, on est en train de pousser très, très fort au moment où tout va bien. Et en particulier, il y a un point que je trouve intéressant, c'est l'IRA. Vous savez, la loi qui a été passée au Congrès pour stimuler les investissements verts. De facto, ça revient à avoir certains investissements qui ne sont pas soumis à l'IS. Donc, le prix de l'investissement baisse, ça dépend comment vous le calculez, de 20 à 25%. C'est une incitation à l'investissement qui est absolument monstrueuse. Oui. Et si vous regardez les durable goods, c'est-à-dire les commandes de biens durables, donc les commandes d'investissement, on est sur des niveaux qu'on n'a jamais atteints, on est au plus haut historique. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en termes de stimulus de l'économie.
Vous parlez à des entreprises qui ont augmenté leur prix de vente de 5 à 10% chaque année depuis 2-3 ans, et vous leur dire, oh, au fait, ton prix pour tes investissements, on le baisse de 20% du jour au lendemain. Vous avez une distorsion de prix qui est absolument colossale et sans précédent. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout que l'investissement des entreprises tienne, et tienne très bien pour l'instant, malgré les taux d'intérêt, une fois de plus. Donc la situation est plutôt favorable du côté des entreprises, surtout qu'elles ont du cash. Elles ont beaucoup de cash, et alors c'est une des raisons pour lesquelles elles sont beaucoup moins sensibles aux taux d'intérêt, c'est qu'elles ont beaucoup emprunté avec des taux longs pendant les années précédentes. Donc si vous êtes une entreprise, vous avez fixé votre montant de taux d'intérêt il y a 2-3 ans à des niveaux très très bas, les taux ont monté, vous en fichez en quelque sorte. Alors évidemment c'est pas vrai, parce que vous avez toujours des prêts qu'il faut renégocier, vous avez une partie de trésorerie qui est impactée, etc., etc. Mais vous voyez, en augmentant la durée de leur dette et en stockant énormément de cash, les entreprises se sont rendues pas insensibles au taux d'intérêt, évidemment, mais beaucoup moins sensibles qu'elles ne l'étaient il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 20 ans pendant les cycles précédents. Et donc c'est bien l'argument de dire oui, la hausse de taux d'intérêt fait mal, très clairement, ça, malheureusement je ne peux pas vous dire le contraire, mais elle fait beaucoup moins mal que pendant les cycles précédents, et en même temps, vous avez une politique budgétaire qui est extrêmement volontariste. À n'en pas douter. Je reviens tout de même, parce que là on a parlé des entreprises, aux ménages et aux consommateurs. Je reprends quelques-uns des arguments que j'ai allégués tout à l'heure. On a un taux d'épargne qui s'est réduit considérablement, qui est revenu à des plus bas, on va dire. Les cartes de crédit inquiètent beaucoup, puisque là on voit bien que les Américains tirent, et donc sur leurs cartes pour consommer, c'est plutôt un signe que justement, peut-être qu'ils ont moins de ressources immédiates pour régler leurs dépenses. On a des taux, je redonne encore une fois mon argumentation, mais on a des taux sur les cartes bancaires qui ont explosé. Et puis du côté de l'immobilier, on a tout de même des inquiétudes, parce qu'on a des taux hypothécaires qui, là encore, ont bondi. Donc, oui, ça tient, mais jusqu'à quel moment ça peut tenir, et qu'est-ce qui ferait que ça tienne finalement? Alors là aussi, sur les taux d'intérêt, si vous regardez le montant de la charge de la dette des ménages sur leurs revenus, on n'est pas loin des plus bas historiques. Pourquoi? Alors vous l'avez très bien dit, le taux des mortgages, donc des emprunts immobiliers, a explosé. On est autour de 8%, grosso modo, c'est l'ordre de grandeur. Sauf que si vous regardez le taux qui est payé par les ménages, en moyenne, pour l'instant, c'est 3,5%. Pourquoi? Parce que, ils sont comme les entreprises, ils ont tous pris leur emprunt immobilier il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, au moment où les taux étaient autour de 3 à 4%, donc ils sont collés, alors c'est très bien d'être collés avec des taux à 3,5% à l'heure actuelle, sauf qu'entre-temps, leur salaire a fait plus 4, plus 5% chaque année. Donc ça se passe très bien. Donc là aussi, on était, il y a 10-20 ans, sur une proportion de taux variables qui était beaucoup plus importante. Donc quand les taux bougeaient, ça passait directement sur les frais financiers des ménages. Là, plus du tout. Par contre, vous avez raison, il ne faut pas non plus pousser le trait trop loin. La première conséquence, c'est que évidemment le niveau d'emprunt s'est complètement effondré, parce qu'à 8%, plus personne n'en veut. Donc les transactions immobilières se sont complètement effondrées. Ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est que ma belle histoire sur les emprunts immobiliers ne marche pas du tout sur les cartes de crédit. Et là, effectivement, vous avez un rebond des taux qui est extrêmement fort et qui va pénaliser la consommation à terme. Mais vous voyez, c'est un peu la même idée, c'est de dire, en tout cas sur une grosse partie des ménages, qui est la partie principale, qui est les emprunts immobiliers, on a énormément désensibilisé le consommateur au taux d'intérêt. Donc c'est qu'au final, le service de la dette reste très très bas. Reste très très bas. Ça, c'est le graphique qu'on a à l'écran. Exactement, qui est le graphique de la Fed. Alors ça vient des fund of flow de la Fed. Bon, je ne vous passe les détails techniques, mais donc pour l'instant, on n'a pas de signaux extrêmement graves. A contrario, vous avez des créations d'emplois qui sont importantes.
Donc, quand vous avez plus d'employés, vous avez plus de salaire. Quand vous avez plus de salaire, vous avez plus de conso. C'est tout simple. Il y a un point alors ça m'étonne que personne ne regarde, c'est l'immigration. Si vous regardez sur la dernière décennie, vous aviez à peu près 400, 500 000 étrangers qui arrivaient sur le marché de l'emploi chaque année. On est sur un rythme actuellement, depuis 2 ans, de 1,5 million. C'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un afflux de personnes aux États-Unis qui est 3-4 fois plus rapide qu'avant. Donc, vous avez des chiffres d'emploi qui tiennent, parce que ça fait beaucoup de gens employés. Si vous employez plus de gens, vous avez plus de salariés, vous avez plus de consommation. Il y a un vrai choc démographique. Alors, c'est pas parce que les Américains font plus d'enfants, c'est parce qu'ils importent du travail. Mais il y a un vrai choc démographique extrêmement important. Et ça crée un dynamisme sur le revenu disponible des ménages au total qui est très très positif. Donc vous voyez, si vous avez le nombre de personnes qui consomment et qui augmente, forcément, vous allez avoir une consommation qui tient. Donc là aussi, loin de moi l'idée de dire que tout va très bien, Madame la Marquise, que ça va exploser, etc. Mais vous avez, comme dans le cas des entreprises, d'une part, une sensibilité au taux qui est probablement plus faible qu'elle n'était sur les cycles précédents. Mmh. Et donc on joue beaucoup à se faire peur avec la Fed, etc., à juste titre. Mais on va peut-être beaucoup, beaucoup trop loin. Et en contrepartie, il y a d'autres éléments qui sont totalement inhabituels, qui soutiennent la consommation. Et donc vous voyez, le résumé, c'est on a une consommation qui devrait tenir, et puis on a des investissements d'entreprise qui eux aussi devraient tenir, et si j'ai les deux éléments, moi j'ai du mal à voir le PIB s'effondrer. Et on peut très vite raconter une histoire où tout d'un coup on a des surprises à la hausse. Alors je reste sur cette histoire d'immigration, puisque le solde migratoire du côté du marché du travail est phénoménal. Ouais. Puisque vous dites on est à 1 million... On est sur un rythme grosso modo d'1,4 million par an. Donc dit autrement, si vous créez 150 000 emplois par mois, c'est à peu près suffisant pour absorber la main-d'œuvre étrangère. C'est énorme. Sachant qu'on a une pénurie de main-d'œuvre aux États-Unis. Oui, complètement. Donc il y a un appel d'air énorme. Ce que vous dites, c'est que ça soutient la croissance, évidemment, puis que ces gens ont des revenus et qu'ils entretiennent la consommation. C'est la boucle vertueuse. Très bien. Je reviens tout de même sur un point, moi, qui m'interpelle, c'est ce fameux taux d'épargne des ménages qui s'est tout de même effondré. Enfin, effondré, ou en tout cas qui est revenu à des niveaux... américains, c'est-à-dire très bas. Voilà. Ça, qu'est-ce que vous en faites alors? Vous avez un taux d'épargne des ménages qui a été à des niveaux extraordinaires, jamais vus pendant la période Covid. Pourquoi? C'est pas parce que les Américains, tout d'un coup, ont été piqués par une mouche et sont devenus prudents, c'est juste parce qu'ils étaient payés, ils ne pouvaient pas consommer, comme nous. D'accord? Donc si vous regardez, là aussi, il faut aller triturer les comptes de la Fed, c'est un peu compliqué, mais dans les fund of flow, ce que vous voyez, c'est que les dépôts bancaires des ménages américains, c'était 1 000 milliards, grosso modo, avant le Covid, rémunérés à 0. Là, on est sur 4 000 milliards. Donc, rémunérés, ce coup-ci. Donc là aussi, vous voyez, si je monte les taux, en fait, c'est plus de revenus pour les ménages, paradoxalement. Oui, puisque les dépôts sont mieux rémunérés. Et oui, voilà. Donc là aussi, vous voyez, désensibiliser le consommateur, parce qu'effectivement, il va payer plus cher sur ses cartes de crédit, mais ceux qui ont des dépôts ont plus de revenus. Donc ça désensibilise aussi. Enfin, ça dépend dans quelle banque ils sont, puisque on sait que les grandes banques ont... Ça dépend des taux très bas, hein. Ça dépend surtout quel revenu vous avez. C'est-à-dire que si vous avez des hauts revenus, vous avez certainement beaucoup de cash à votre banque. Si vous êtes dans les bas revenus, vous êtes plutôt en déficit sur votre carte bancaire. Si vous avez des hauts revenus, vous savez qu'il faut les placer sur des money market funds, voilà. Et là, vous prenez du 5%. Voilà, exactement. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu un stock d'épargne qui était énorme pendant quelques mois, quelques années. Donc revenir à un taux d'épargne qui est très très faible une fois que vous avez stocké tout ça, pour moi c'est tout sauf aberrant en fait. Après, ce qu'il faut regarder, c'est... Alors il y a plusieurs simulations qui essayent de regarder est-ce qu'on a mangé tout le stock d'épargne. Grosso modo, la Fed de
de San Francisco, par exemple, a fait, il y a plein de banques qui ont fait la simulation, on vous dit que on a mangé un peu tout le stock d'épargne, ou on l'aura mangé au début de l'année prochaine, dernier délai. Bon, c'est pas précis, mais grosso modo, l'ordre de grandeur doit être à peu près juste. Donc, par défaut, on retombe sur est-ce que le revenu des ménages va progresser. Donc, est-ce que je crée des emplois? Pour l'instant, oui, beaucoup. Et est-ce que mes salaires progressent? Pour l'instant, oui, et ils progressent plus vite que l'inflation à l'heure actuelle. Donc, je distribue du pouvoir d'achat aux ménages. Alors, ça durera ce que ça durera, mais pour l'instant, vous voyez, c'est difficile de voir un effondrement de la consommation. Et alors, les Américains, vous leur donnez $1, ils en dépensent 2. De toute façon, c'est toujours comme ça. Donc, tant que le revenu disponible des ménages restera dynamique, et pour l'instant, il l'est, vous aurez une consommation qui tient, et là aussi, on peut très bien avoir des surprises à la hausse. Donc c'est le scénario que vous avez mentionné qui est pour le moment absolument snobé par tout le monde, c'est celui finalement d'une surchauffe. C'est un peu ça, oui. Alors une fois de plus, pour être très clair, c'est pas notre scénario central. Mais moi, ce qui me choque, c'est que c'est un scénario qui est plausible. Alors je sais pas si je mets quelle probabilité je mettrais là-dessus, mais c'est une histoire qui se raconte. Or, personne n'en parle et le marché ne le price absolument pas. Donc vous voyez, il y a un risque qu'à un moment donné, on se dise, attendez, il faut réviser mes prévisions de croissance à la hausse, c'est pas si mauvais que ce que j'attendais, etc., etc. Dans ce scénario-là, la Fed nous a dit qu'elle avait fini ses hausses de taux. Alors ça engage personne, hein, ça peut changer. Si la Fed a fini, ça veut dire que les taux se stabilisent, donc vous avez beaucoup plus de visibilité, ça les marchés adorent, vous avez beaucoup moins de risques, le marché adore, et si je vous donne un petit peu plus de croissance, c'est aussi quelque chose qui est très bon pour les marchés. Le risque, c'est que si on tire l'élastique, alors j'ai un peu de mal quand même à le faire, si on tire l'élastique sur ce scénario un peu trop loin, oui, on peut boucler sur un bon vieux scénario cyclique comme on n'a pas vu depuis un quart de siècle, c'est-à-dire on crée trop d'emplois, on a une surchauffe, on fait trop d'investissements, et l'inflation commence à remonter petit à petit. La Fed revient en disant mais attendez, c'est pas possible, ils se remettent à monter les taux, et on a une fin de cycle classique, enfin je ne saurais pas dire classique parce qu'on n'a pas vu depuis 25 ans des cycles comme ça, avec une surchauffe économique, etc. Je pense que pour l'instant on en est loin, mais je ne serais pas surpris si, à un moment donné, les chiffres sont meilleurs qu'attendus, qu'on commence à entendre ce genre d'histoire. Une fois de plus, je pense que pour l'instant, il faut vraiment tirer sur l'élastique beaucoup pour arriver jusque-là. Bon, alors si votre scénario du ralentissement, de l'atterrissage en douceur, auquel vous inclinez, se précise et se développe conformément à vos vues, pour les actions, c'est plutôt favorable. Oui, tout à fait, parce qu'une fois de plus, dans ce scénario-là, la Fed arrête. Bon, ça, c'est ce qu'attendent les marchés. Donc, vous avez de la visibilité, donc vos taux se stabilisent, normalement. Ça, c'est très bien, parce que vous avez moins de risques, moins de repricing, etc., etc. On n'est pas sur un scénario économique très positif, parce que ça monte tout doucement. Et puis, il y a un problème quand même pour les marges des entreprises. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une bonne nouvelle pour la consommation, c'est que les salaires progressent plus vite que l'inflation. Alors c'est très bien pour la conso, mais c'est mauvais pour les marges des entreprises. Parce que l'inflation, c'est le prix de vente des entreprises, ça veut dire qu'elles n'arrivent pas à passer aux consommateurs l'augmentation de leurs coûts de production. Donc forcément, dans un scénario comme ça, vous avez des marges d'entreprise qui vont s'éroder petit à petit dans une croissance qui n'est pas extraordinaire. Donc c'est un scénario qui est positif, pour moi, mais c'est clairement pas un scénario dithyrambique, et en plus on a des marchés qui sont quand même sur des valorisations assez tendues, donc ça nous donne des perspectives positives, mais qui restent relativement... Pas flamboyantes. Exactement. Alors vous avez vu les valorisations, on a rarement de très très belles performances à partir de valorisations aussi tendues de toute façon. Donc ça milite tout de même pour une relative prudence, pas de réserve fondamentale vis-à-vis du marché, mais compte tenu des valorisations, tout de même une relative prudence. Tout à fait, et ça milite aussi pour beaucoup de stock picking. Alors je vais vous faire une réponse de
de quant, j'ai fait du quant dans une autre vie. Sur ces phases-là, le marché en particulier paye très cher pour les entreprises qui augmentent leurs marges. Quand vous êtes en début de cycle, les marges de toutes les entreprises augmentent parce que le truc repart, etc. Donc c'est pas discriminant. Quand vous êtes en fin de cycle, c'est l'histoire que je viens de vous raconter, les marges en général ont tendance, les coûts progressent plus vite, vous n'arrivez pas à vendre plus cher, etc. Donc les marges ont tendance à s'éroder petit à petit. Il y a certains secteurs où ce n'est pas le cas, il y a certaines entreprises qui ont du pricing power, qui arrivent à maintenir leurs marges et à les augmenter. Ça, c'est typiquement le genre de choses que recherche le marché. Donc, on va sur de la qualité, on va sur du portage, c'est-à-dire des entreprises qui arrivent à croître plus vite que le marché, il y en a beaucoup. Et on fait très attention parce que on a quand même des taux d'intérêt, une fois de plus, qui sont à des niveaux élevés. Donc, les entreprises sensibles aux taux d'intérêt vont être pénalisées très clairement. Donc, ça milite pour... Mais en même temps, celles qui font progresser leurs marges, qui ont cette capacité-là, elles ont souvent des PE assez élevés. Oui, tout à fait, elles sont chères. Oui. Donc elles sont sensibles au taux d'intérêt aussi. Dans une certaine mesure, oui, tout à fait. Mais je pense à certaines entreprises de la tech en particulier qui sont assez chères, mais qui ont des perspectives de croissance fortes. Si vous voulez, une autre façon de le dire, c'est si la croissance est faible, ce qui est quand même le scénario central, et vous devriez avoir une prime pour les entreprises qui font mieux. C'est-à-dire que la croissance est rare, donc une entreprise qui arrive à faire mieux que le marché de manière récurrente, etc. Chez Eleva, on appelle ça les compounders, c'est-à-dire des entreprises qui ont une croissance stable, élevée, qui vous rémunèrent bien, etc. Certaines sont chères, effectivement, mais pour nous, c'est raisonnable dans un monde comme ça. C'est le genre d'entreprise qui stabilise en plus votre portefeuille et qui diminue le risque du portefeuille. Bon, leur sensibilité au taux peut provoquer un peu de volatilité, mais finalement, c'est pas ce qui l'emporte dans votre appréciation de ces titres. Complètement, c'est exactement plutôt leur capacité à continuer à faire croître leurs marges et leurs bénéfices. Tout à fait. Je reviens sur les secteurs. Vous avez dit que finalement, il faut aller chercher des entreprises avec des profils de croissance, des marges et des bénéfices assez visibles et pérennes. Très bien, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui offrent finalement davantage ce type de profil à la sélection de valeurs ? Alors une fois de plus, je pense qu'il faut rentrer valeur par valeur, mais s'il y avait deux secteurs principaux qui me viennent en tête, c'est la tech, d'une part. Alors oui, c'est extrêmement diversifié, mais en plus il y a eu cette mode de l'intelligence artificielle qui a un peu poussé les valorisations à des niveaux déraisonnables dans certains cas. Il y a des vrais relais de croissance sur ça, sur les puces, sur la programmation, etc., etc. Donc il y a certaines entreprises qui très clairement vont beaucoup bénéficier de ça. Puis le deuxième secteur qu'on aime bien, qu'on regarde de près, c'est la pharma. Il y a de nouvelles molécules qui arrivent qui peuvent permettre de générer beaucoup de résultats et surtout de générer de la recherche derrière et donc des résultats récurrents. C'est un peu toujours la même chose. Ça s'est passé exactement pareil il y a une dizaine d'années. Il y a beaucoup d'entreprises pharmaceutiques qui avaient des molécules qui étaient proches d'arriver dans le domaine public. Donc le secteur ne payait pas. Enfin, le marché ne payait pas. Donc les entreprises étaient valorisées de manière assez faible parce que le marché disait oui, d'accord, vous gagnez de l'argent, mais d'ici quelques années, vous en gagnerez beaucoup moins. Et comme d'habitude, ils ont sorti de nouvelles molécules et en fait, le marché a rebondi très très fortement. Donc, en termes de relais de croissance, c'est probablement les deux secteurs où on ira faire notre marché. Tech et pharma. Bon, je vais essayer de synthétiser tout ce qu'on a dit, enfin tout ce que vous avez dit plutôt. Le scénario du ralentissement mesuré de l'atterrissage en douceur pour vous a tout de même un certain nombre d'arguments, en dépit de l'inquiétude que peuvent susciter des taux élevés. Il ne faut pas minimiser l'impact très très fort de la relance budgétaire américaine. On sous-estime, selon vous, en fait, cette manne qui s'est déversée, tant sur les ménages que sur les entreprises via des mesures fiscales plutôt favorables qui dopent l'investissement. Donc je ne vais pas passer en revue tous les points que vous avez un peu balayés, mais grosso modo, ce que vous dites, c'est plutôt favorable aux actions. Cela dit,
les valorisations sont tout de même assez élevées, et que dans cet environnement-là où on va avoir des marges qui vont tout de même avoir plutôt tendance à s'éroder, puisque les entreprises ont plus de mal à répercuter aux consommateurs les hausses de coûts, eh bien, il faut privilégier les valeurs de qualité avec de la croissance de marge et de résultats, même si elles se payent un peu cher. C'est un bon résumé ? Parfait, merci beaucoup. Merci à vous Stéphane, merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez nos émissions, commentez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les avez appréciées. À très bientôt.